Bienvenue dans votre trio économique. Aujourd'hui, nous sommes pauvres parce qu'on a été conquis par les Anglais. Vincent n'est pas d'accord. Sauf que Vincent, lui, il n'émet pas des opinions. Il fait des recherches. Donc, Vincent, qu'est-ce que tes recherches nous disent Hey, sur cette tu, tu, affirmation? hey, tu pars vite. Mais pour vrai, c'est parce que quand on a fait celui sur le régime seigneurial, ça m'a Oui. tellement fait plaisir de voir que les gens, ça les intéressait. Parce que j'ai une sorte de tendance à croire que souvent mes recherches, je les vends juste à d'autres personnes que des Québécois, puis que les Québécois s'en foutent un peu. À part une couple de personnes dans notre crowd qui ont aimé le livre du Grand Rattrapage. Mais de voir qu'il y a des Québécois que ça les intéresse, je suis comme, je vais en parler plus. Euh, Ben, écoute, la plupart de tes trios économiques sont rendus à facilement plus de 5000 visionnements chaque. Puis pas des visionnements de une minute, là, vraiment des longs visionnements. Là, tu parles juste YouTube ou tu parles de Tout. Tout. toute plateforme? Puis, tu sais, comme en moyenne, je pense que les gens sur Spotify vont écouter 85 à 90% du podcast. C'est au-dessus de 60% sur YouTube. Fait que Je t'ai ça, jamais demandé, en fait, c'était lequel qui a été le plus à succès. Je présume que c'est monsieur qu'on avait eu M. Couillard. probablement, il est sa page d'accueil. Probablement que c'est celui avec M. Couillard, effectivement. Mais non, tu sais, je veux dire, avoir un podcast économique qui est vu par minimum 5000 personnes à chaque fois. Puis on sait, on a plusieurs auditeurs que là, présentement, ils sont pas en... On est en 2023, décembre. Il y a des auditeurs qui vont écouter ce podcast-là en janvier 2025. Dans le sens Oui, qu'il probablement. y en a présentement qui sont à l'épisode 34, il y en a qui sont à l'épisode 45. On a beaucoup d'auditeurs disciplinés qui les écoutent tout simplement un par un, puis qui suivent la séquence. C'est une de nos seules séries de podcasts qui est numérotée pour cette raison-là. Fait que C'est vrai, j'avais jamais remarqué que c'était le seul qu'on mettait des numéros dessus. Ben, ça fait du sens, il est intemporel. Oui, effectivement. On a notre partie Patreon qui est plus temporelle un peu, puis qu'on se laisse un peu plus aller, puis qu'on touche un peu plus à l'actualité. Mais généralement, le podcast est quand même à 80-90% intemporel. Donc, les gens qui le suivent avec 1 an ou 2 de délai, c'est pas grave. Bon. Mais pour ceux qui vont suivre avec 1 an ou 2 de délai, celui-ci, peut-être qu'il y a un autre article que je suis en train de préparer. Fait qu'on va juste parler de 1 aujourd'hui. Puis je suis vraiment content de l'avoir fait. Parce que là, je vais comme mettre un peu le setup sur la conquête. Là, l'argument le plus fréquent de la conquête, c'est que quand les Anglais sont arrivés, Les ostinagles. les hosties anglais, ils nous ont conquis et il y a eu, puis ça, c'est la thèse de gens de l'Université de Montréal, beaucoup dans les années 50, 60, 70, puis aussi de l'abbé Groux à toute fin pratique, qu'il y a eu une décapitation des élites québécoises qui sont parties avec la conquête et que le développement normal d'une société s'est arrêté avec la conquête et que le résultat de ça, c'était un repli dans la vie agricole, dans une exultation de la vie agraire et que c'était le mécanisme par lequel la conquête nous a appauvris puis qu'on ne participait pas au développement des institutions, alors que c'est un peu de la bullshit, l'idée qu'on n'a pas Ouais. participé parce que après, tu regardes que. Là, c'était les réponses de d'autres historiens qui ont suivi. Ben, quand tu regardes, les seigneurs collaboraient beaucoup avec le régime. Dans les premières années, le régime fait beaucoup d'efforts pour accommoder les Canadiens français, d'en avoir qui participent. Puis c'est pas, tu sais, qui sont. Les Anglais sont des gens tolérants, genre Émilie Nicolas, qui veulent de l'inclusion. C'est vraiment que de la... Je suis un peu baveux, là, mais c'est de la tolération. C'est... en anglais, j'appelle La ça... tolérance. ouais, mais tolérance dans le sens not enlightened. C'est pas par principe que tu le fais, mais par nécessité. Revanche. Ouais. Non, par nécessité, qu'il y a un intérêt rationnel. La Grande-Bretagne, à l'époque, a une dette publique qui a explosé. En fait, j'ai un autre article qui n'est pas celui qu'on parle aujourd'hui, mais qui explique pourquoi les Anglais ont adopté l'Acte de Québec, pourquoi est-ce qu'ils ont accommodé nos institutions, pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas juste essayé de nous assimiler direct en arrivant. Ils ont essayé plus tard, mais genre C'est-tu parce vers qu'ils étaient 1840. ils étaient-tu occupés ailleurs, justement, parce qu'il y avait plus qu'une bataille en cours de leur côté? Ben, c'est surtout que la dette publique anglaise faisait en sorte que tu ne pouvais pas vraiment te permettre de faire des choses qui augmentaient le coût de l'Empire. La dette publique anglaise, là, pour les gens qui ne savent pas ça, mais
était à 200% du PIB de l'Angleterre à cette époque-là. En fait, pas exactement encore à 200%, mais comme 100-120% du PIB. La Grande-Bretagne, il y a eu 3 fois que la Grande-Bretagne a eu une dette publique qui a explosé. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, les guerres contre les Français. Ah OK? ouais. Oui, la Grande-Bretagne, c'est une histoire de finances publiques, puis de gérer la dette, puis de convaincre les gens qu'ils ne vont pas faire défaut sur la dette. Parce que c'est ça qui est fascinant. Ils s'endettent, puis les marchés continuent de leur prêter parce qu'il y a vraiment des commitments très clairs que la dette va être remboursée quand on va avoir fessé les Français en soumission. Des réserves d'or probablement aussi assez importantes de leur côté. Ben, une des choses qui se faisait, c'était que tu avais le Sinking Fund. Fait que le premier ministre William Pitt avait fait un fonds qui était le fonds des générations à toute fin pratique, qui avait promis, qui était un commitment crédible dans lequel il s'assurait de promettre que ça allait convaincre les marchés qui allaient rembourser, donc qu'il allait les Mais prêter. ça, déjà, ce que tu es en train de faire, c'est ce qui me fascine le plus dans ta façon de voir les choses. Puis, tu sais, on voit que tu as étudié aussi à LSI, London School of Economics ou des choses comme ça, parce que le côté qui est présenté aux Québécois, c'est toujours le côté du conquis, le côté du français. C'est ça qu'on voit tout le temps. On va voir, ah ouais, on va parler du général Wolfe, on va parler de ces Ouais, choses-là. ou Amherst ou Murray. On va parler des Anglais seulement dans la prise de contrôle, seulement dans la stratégie militaire, si on veut. Mais on oublie que l'adversaire comme tel était un empire, était à toute fin pratique, lui aussi, une entité gouvernementale qui avait ses propres problèmes et ses propres avantages. Fait que tu sais, que tu arrives, tu dises qu'à ce moment-là, l'Empire britannique, avec ses guerres avec les Français, accumule une dette importante, puis ça crée des enjeux qui ont un impact sur nos politiques publiques en Nouvelle-France. On n'entend pas ça de personne au Québec. Non, il y avait un historien qui avait fait ça, puis qui était très sérieux. Il s'appelait Philip Lawson. Il avait écrit un livre qui s'appelait The Imperial Challenge. Puis comment ça avait été dur pour les Britanniques d'incorporer pas juste le Québec, parce que c'est gigantesque, mais aussi le Québec, les catholiques français. Comment tu intègres ça alors qu'il y a des lois en Angleterre qui interdisent des catholiques de participer à la fonction publique puis de faire un serment au roi, mais le roi est aussi le chef de l'Église anglicane. Donc, si tu es catholique, c'est très difficile de faire ça. Le challenge d'incorporer une colonie comme ça a été très difficile. Et ils ont fait, c'était de la négociation qui s'est faite. Et initialement, là, jusqu'à 1840, même si c'est pas qu'ils aiment, c'est ça le livre, c'est exactement ça. Le livre, c'est pas la tolérance que les Anglais ont des Québécois jusqu'à 1840, c'est pas parce qu'ils aiment les Québécois ou qu'ils aiment les catholiques francophones, zéro. Il y a vraiment une hostilité raciale qui est là. Mais l'affaire, c'est que les contraintes de l'époque font en sorte que... Et qui vont au-delà de la langue. Tu parles carrément de religion à ce moment-là. Là. Oui, aussi, religion aussi et langue, les deux étaient inséparables de leur perspective, mais tu arrivais à l'idée que tu pouvais pas... Même si tu voulais faire des politiques racistes, elles étaient tellement coûteuses que tu les faisais pas. Fait que c'était bien d'essayer de comme vivre inconfortablement avec quelqu'un que tu n'aimais pas ce qu'il faisait, mais tu tolérais pour des raisons pas pécuniaires, mais self-interested, comme on dit en anglais. C'était ça la situation. Puis c'est pour ça que quand tu regardes la conquête, c'est pas vrai que les Québécois n'ont pas participé au développement parce que les Anglais ont essayé de les incorporer là-dedans. Ils ont essayé d'acheter les seigneurs, ils ont essayé de les amener au gouvernement, ils ont fait des accommodements avec l'Église, ils se sont alliés avec des participants. Mais là, la perspective, tu vois un peu là, où est-ce que moi, je vais dire que ce n'est pas la conquête qui était le problème, c'était le fait que les Anglais ont continué le régime seigneurial des Français, ont donné des privilèges à certains groupes d'intérêt pour les accommoder dans le pouvoir. Mais ce n'est pas l'histoire que les nationalistes vont compter. Ils vont compter l'histoire de les Anglais nous ont subjugués. Alors que moi, ce que je dis, c'est que non, ils ont continué des mauvaises institutions avec des changements de forme. Mais ces institutions-là auraient été quand même... Le régime seigneurial aurait encore existé si la France avait gagné. Il y aurait eu encore un paquet de problèmes. Puis il y avait même des petits avantages à faire partie de l'Empire britannique sur certains points. Mais la chose que j'ai faite dans l'article que je vais pitcher là, dans le chat... C'est bon d'y revenir, Vincent, parce que l'autre fois, quand on a parlé du système... seigneurial, il y avait une couple de commentaires là, qui disaient « Ouais, mais vous avez oublié de parler qu'il y avait des Anglais qui étaient seigneurs, puis que c'est arrivé, puis tout ça. » Fait que ça donne l'occasion comme de revenir à ça pour le préciser. Là.
Ben, il y avait quand la thèse de la décapitation, c'est l'idée que tu avais que toute l'élite canadienne française était partie, puis que on a été privé des gens qui savaient gérer notre société. Tu vois que si t'es libéral, t'aimes pas vraiment ce langage-là. Right? Les gens qui savaient gérer notre société, what? Ouais, c'est comme les apparatchiks qui sont partis. Ouais, Mais c'est ça. t'entends ça souvent, là, les Canadiens français, il n'y avait pas de bourgeoisie parce qu'à la conquête, les grands esprits sont repartis dans la mère patrie, puis ils ont laissé juste les bouseux sur place. Hein. En gros, je résume, mais c'est un peu ça. C'est à peu près ça, mais il ne faut pas oublier une chose, hein, avant que j'embarque un peu plus dans l'article. Il ne faut pas oublier que l'élite canadienne-française du régime français, c'était une élite mercantiliste. C'était des gens qui défendaient des politiques de monopole, d'avoir des privilèges. Fait que, les gens, là, ils pensent élite, puis ils pensent à la thèse. Puis il y en a que ce n'est pas des marxistes, mais ils utilisent des logiques marxistes, que tu as des groupes qui existent et qu'ils ont des intérêts qui leur sont propres comme groupe. Alors qu'un économiste, pas comme ça qu'il voit les choses, un bon économiste surtout, parce que tu peux être un économiste marxiste, ça existait dans les années 50, puis à un moment donné, ben, ils ont réalisé que ça ne tenait pas la route. Puis tu n'as plus de nos jours d'économistes marxistes. Fort heureusement, ça simplifie beaucoup les conversations. Tu as des marxistes qui se disent économistes, ça, c'est une autre affaire. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est pas pareil. Ça, on appelle ça l'iris. Ouais, c'est ça. Mais c'était une élite mercantiliste, puis c'était des rent seekers, c'était des gens qui faisaient de la recherche de rente. Il va y avoir des concours sur la première fois que Vincent bitch l'iris dans un podcast. Ouais, là, on est à 11 minutes 30. Je pense que c'est le plus de bonheur qu'on a fait à date. Mais écoute, il faut leur donner le crédit. Grâce à eux, je pense qu'à chaque semestre, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai une question d'examen que je peux donner sur la base de « Show me the error in economic reasoning ». Puis tous mes étudiants sont capables de voir des erreurs assez basiques. Fait que, tu sais, grâce à eux, il y a une vertu pédagogique à l'IRIS. Je peux le montrer à mes étudiants, c'est quoi qu'il ne faut pas que tu fasses. Ben, si tu manques d'inspiration, il y a une couple de discours de PSPP aussi, t'es correct. Là. Ouais, mais là, il y a des limites. Là. Des politiciens, les gens s'attendent à ce qu'ils disent des niaiseries. L'IRIS, je m'y attends, mais c'est pas évident à première vue que c'est des J'aimerais niaiseries. ça qu'une de tes questions d'examen, ce soit « Est-ce que les épiceries sont responsables de l'inflation? » Oh, ça serait magique, ça. Écoute, l'année passée, pourquoi? L'année passée, j'avais partagé une des questions. En fait, on en parlera dans le Patreon, mais j'avais partagé une des réponses des étudiantes à une étude de l'IRIS que j'avais mis, puis je l'avais adoré. Mais tu sais, l'élite qui était là, c'était pas une élite qui était entrepreneuriale. En fait, tu regardes les élites, c'est des gens qui allaient voir le gouvernement, demander des subventions, comme pour les forges du Saint-Maurice, demandaient de l'aide de l'État, demandaient des tarifs, demandaient plein d'aides particulières. Fait que c'était pas, tu sais, peut-être se départir d'une élite de rent seekers, c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour le développement économique. Mais les seigneurs qui sont partis, tu as eu un paquet de seigneurs qui sont partis en 1760. Fait qu'il y en a, tu sais, la décapitation, effectivement, il y a un grand nombre de nobles canadiens qui sont partis. Puis je dis nobles avec des air quotes parce que j'aime pas vraiment l'utilisation du terme, là. Mais qui sont partis. Mais il y avait un paquet de seigneuries qui se sont retrouvées fondamentalement disponibles pour acquisition par des Anglais. Et donc, tu as comme Mackenzie qui achète une seigneurie proche. Je pense qu'il avait acheté la seigneurie de Terrebonne. Tu avais Christie qui avait acheté une proche de Montréal à Beauharnois. Tu as à peu près comme... J'oublie la proportion, mais à peu près un quart des seigneuries se retrouvent à être achetées par les Anglais dans les premières comme 30 années. Puis les Anglais aiment le système. Les seigneurs anglais aiment le régime seigneurial autant que les seigneurs français. Ben oui. Ils sont très contents, ils s'aiment beaucoup tous les deux, ils s'entretiennent très bien. D'ailleurs, c'est un des articles que je vais écrire dans l'avenir, de montrer les liens qui se tissent entre seigneurs français et anglais, et que pour eux, il y a zéro problème à ce que ce soit des Anglais. On a des chums, on a des seigneurs, on a à se protéger. C'est un système de roitelet, là, comme on voit aujourd'hui. On a des vestiges de ça. Maintenant, on a une représentante syndicale qui se permet d'aller à Dubaï en pleine négo. C'est le même principe. Ben écoute, laissons notre bonne amie Magali Picard de côté. On viendra plus tard sur les... Et l'abstract est intéressant. J'ai le goût d'en lire un petit bout de ton article. Tu dis « La conquête britannique du Québec en 1760 fut un moment clé de l'histoire canadienne car elle marqua le début d'une coexistence tendue entre Canadiens, Français et Anglais. Beaucoup soutiennent que la conquête a eu de fortes conséquences économiques sous la forme de la pauvreté relative des colons français. »
bon, ce que tu as expliqué tantôt là, sur un peu le mythe qui est raconté, la légende de ce qui est raconté là-dessus. L'élite française s'en va, puis il laisse rien que les pauvres, puis nous autres, on était à la merci des Anglais. Tous les mécanismes proposés reposent sur un retrait du marché des agriculteurs français. En utilisant 171 années de données sur le prix du blé pour Québec et Montréal, je teste s'il y a des signes de ce recul et on découvre plutôt le contraire. Les marchés sont devenus plus intégrés entre les régions. De plus, au fil du temps, les prix régionaux sont devenus mieux prédits par les prix courants ailleurs que les prix décalés dans la même région. Dans les années 1830, les marchés du Québec étaient aussi bien intégrés que ceux d'économies comme celle des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Ça, c'est même pas 100 ans plus tard. Là, Autrement dit, notre marché du blé, vu qu'on était dans un mode seigneurial où est-ce que le seigneur contrôlait à peu près tout, dont le prix probablement, ou peu importe, on était déconnecté des marchés internationaux. Il y avait moins de corrélation. Puis quand tu arrives, tu fais tes tests, à partir du moment que la conquête arrive, puis quelques années après, on commence à avoir un prix du blé qui suit un peu plus les marchés internationaux, qui a une meilleure corrélation entre les deux. Oui, ben, c'est. Fait que l'argument là, de la décapitation, c'est que les Canadiens français sont devenus comme ils sont devenus autosuffisants, ils se sont retirés dans l'agriculture, ils n'ont pas participé au marché, puis que les marchés, c'était le truc des Anglais. Puis d'ailleurs, on l'a encore tu avais ça pendant longtemps dans la mythologie québécoise, que les Québécois sont juste économiquement différents des autres. Ils ont une autre mentalité. Mythologie québécoise, j'adore. Non, c'est de la mythologie, là. Puis t'as encore ça aujourd'hui, puis il y a encore des gens qui disent qu'ils ne croient pas ça. Puis après ça, ils écrivent de quoi, puis je suis là. Ouais, mais c'est juste une autre version de la même chose. T'as Gérard Bouchard qui. Puis Frank va le connaître, qui fait toute l'histoire du Saguenay, qui est le grand historien de l'histoire du Saguenay. Il dit ben, les gens étaient rationnels, c'est juste qu'ils avaient des objectifs culturellement différents. Les Anglais voulaient maximiser la richesse, puis les Français voulaient maximiser la reproduction familiale. What? Non, mais si tu es un économiste, tu réalises qu'il n'y a aucune différence entre les deux. C'est juste deux types c'est des actifs. Là. Je m'excuse, mais à l'époque, un enfant, c'est un fonds de retraite. Okay? Fait que si tu as plus d'enfants puis que tu as des marchés des capitaux qui ne fonctionnent pas super bien, ben tes enfants, c'est un capital. Est-ce qu'il existe une tribu sur la planète qui n'essaie pas de maximiser son bonheur, sa richesse? Ben là, je sais pas. Hein? Non, mais ça c'est la mythologie québécoise là-dessus. Là. J'ai passé, je pense, mes premiers 5 gros articles là, que j'ai passés sur le Québec, c'était sur casser cet argument-là au complet de toutes les manières différentes. Pour dire, regarde, il y avait. La seule raison que le Québécois est pauvre, c'est des institutions. C'est pas sa culture. Il n'est pas différent. Puis si la culture a l'air d'avoir un rôle, c'est via les institutions qui changent comment est-ce qu'on exprime certaines choses, puis que c'est juste un corrélé, pas un facteur causal. Mais l'apogée de ce mythe-là, c'est la croyance, parce que tout ça amène à ça, là, c'est la croyance que c'est la révolution tranquille qui a sorti les Québécois de la pauvreté avec un comment je pourrais dire ça? Avec un argument qui est en fait pour moi du vrai Québec bashing. Là. C'est l'idée qu'en gros, le Québécois, sans l'État, il ne peut rien faire. Avant que l'État prenne en charge l'économie puis nationalise les écoles, les hôpitaux, tout ça, les Canadiens français étaient trop idiots pour avoir des business puis faire de l'économie. Ils avaient laissé ça aux Anglais. T'sais. Ça, c'est vraiment... Moi, j'entends ça depuis chaud monde. Là. Mais tu sais, d'ailleurs, je veux juste dire une chose. Je ne suis pas en train de dire que les Québécois n'étaient pas pauvres. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu ne peux pas utiliser ça comme explication. Le régime seigneurial demeure la bonne explication pour la pauvreté initiale, puis ensuite, le deal qui s'est fait à la Confédération. C'est les deux choses qui expliquent parfaitement la pauvreté du Québec. Je n'ai rien besoin d'autre. La pauvreté historique du Québec. Mais à la conquête, là, l'argument que si on s'est retraité dans l'agriculture, ça voudrait dire qu'on n'essayait plus de regarder vers les marchés, on n'essayait plus de vendre notre produit, même si on était peut-être plus pauvre à cause des institutions en place, mais on était capable de faire le mieux possible étant donné la main qu'on avait. Ben, tu regardes les marchés, puis c'est le meilleur exemple, parce que en économie, il y a une des thèses que tu devrais voir, c'est que si tu te retires du marché, les différents marchés, tu prends tu divises l'espace en tous les différents marchés qui existent, différentes villes, Montréal, Québec, Trois-Rivières. Tu devrais voir que s'ils ne communiquent pas entre eux, le prix à Montréal ne prédit pas le prix à Québec. Puis le prix à Québec ne prédit pas le prix à Trois-Rivières parce que c'est 3 marchés séparés. Ce qui ne fait pas de sens d'une certaine façon.
Ben, c'est ça, mais ce que tu devrais voir, c'est que. Puis ça, des fois, c'est possible si les coûts du transport sont élevés. Ouais, mais je veux dire, c'est toutes des villes qui étaient reliées par bateau. Là. C'est pas... Ouais, mais tu sais, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a des choses comme genre les canaux ou des meilleurs bateaux ou la capacité de former des fermes, moins de violence, moins de guerre, moins d'interruption de commerce. Ben, une des mesures que j'ai, tu peux prendre ce qu'on appelle le coefficient de variation, où est-ce que tu peux utiliser ça pour voir est-ce que les marchés commencent, toutes les régions ensemble, commencent à se ressembler? Est-ce qu'ils commencent à s'intégrer entre eux? Est-ce qu'ils commencent à bouger entre eux? Puis ce qu'on voit, c'est pendant la période française, ça augmente, c'est-à-dire que tu as plus de variations, fait que les marchés se disconnectent pendant la période française, mais pendant la période anglaise, ils recommencent à se connecter et ils se connectent tellement bien que quand tu regardes entre les régions du Québec vers 1830, c'est aussi bien intégré que les marchés à l'intérieur de la France, aussi bien intégré que les marchés à l'intérieur de la Grande-Bretagne, aussi bien intégré. Fait que, tu sais, Frank, s'il veut sortir, c'est le Es-tu en train tableau. de dire, dans le fond, qu'autrement dit, chacune des seigneuries québécoises du temps du système seigneurial avant la conquête avait une tendance au protectionnisme, non pas à l'échelle de la nation, mais au niveau de la seigneurie carrément? Puis ce protectionnisme-là faisant en sorte que les prix n'étaient pas bien intégrés entre chacune des seigneuries? Non, l'explication que je donne est un petit peu différente. C'était que les seigneuries, parce que le régime seigneurial n'empêchait pas les gens de faire du commerce du blé qu'ils avaient. Ce que le régime seigneurial faisait, c'est que tu avais un marché du travail que tu ne pouvais pas intégrer parce que les travailleurs ne pouvaient pas se déplacer. Mais Ouais, ils pouvaient vendre leurs produits à qui ils voulaient. mais Fait on avait une mentalité probablement d'autosuffisance à l'intérieur de la seigneurie d'abord et avant tout. Là. Ben, c'est que les seigneuries, c'était comme des mini-zones de protectionnisme. Là. C'était comme, genre, au lieu d'avoir le protectionnisme à l'échelle du pays, c'était comme à l'échelle des Non, seigneuries, un peu. Là. c'est vraiment. Les seigneurs sont très actifs sur les marchés internationaux. Ils aiment les marchés internationaux. Et même souvent, ce sont des partisans du libre-échange parce qu'eux, ils aiment la capacité de pouvoir vendre sur les marchés internationaux parce que le Québec est petit. Il n'y a pas d'effet du Québec sur les marchés internationaux. Ils aiment l'idée de l'avoir Ouais, accès mais et entre ils aiment seigneuries. l'idée de pouvoir importer de l'étranger. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est que des gens viennent faire compétition à leur business dans leur seigneurie. Fait que c'est pas, j'appellerais pas ça du protectionnisme, c'est vraiment des mini-monopoles qui sont créés par la loi par région. Fait que là, tu as comme des pochettes de mini-monopoles. Puis c'est OK. pas juste des monopoles, c'est des monopsones régionaux. Fait que tu n'as presque pas d'entreprise non agricole au Québec qui est non seigneuriale. Dans le régime seigneurial, tu n'as pas un gars qui est comme ben, moi, je vais juste ouvrir une business puis je vais faire ça. Souvent, c'est le seigneur qui dit ben, j'ai un moulin, je vais te vendre, je vais te louer le droit de l'opérer pour moi puis de garder une cote des profits. Ou bien, il faut que tu me payes le droit d'ouvrir ton moulin. Mini-royaumes. Oui, nos roitelets, là. C'est vraiment des roitelets, très clairement. C'est comme si, autrement dit, aujourd'hui, tu allais à Trois-Rivières, on va prendre cet exemple-là, puis dans Trois-Rivières, il y a une business et elle appartient au roi de Trois-Rivières. Oui, où il y a plusieurs business qui sont tous tous au droit de Trois-Rivières. Puis si tu veux ouvrir genre un truc, il va dire ben oui, j'ai pas de problème à ce que tu ouvres une shop ici, mais tu me dois. Si tu vends, genre, ça s'appliquait aux tavernes, par exemple, si tu ouvres une taverne, fait qu'en plus, le tavernier devait aller voir. Puis les tavernes, les gens ont ri un peu de ça aujourd'hui, mais les tavernes, c'était pas juste genre une place pour boire de l'alcool, c'était là que la business se faisait. Tu allais à la taverne pour faire des contrats, pour négocier, pour parler, c'était un lieu d'affaires. Fait que là, si tu veux ouvrir ça, puis c'était souvent des lieux d'affaires qui étaient ségrégés par métier, souvent dans les villes. Fait que tu avais, puis ça, c'était le cas en Angleterre, tu avais la taverne, le Lloyd's Coffee House, qui n'est pas un coffee house, c'est une taverne, mais Lloyd, c'est la compagnie d'assurance. C'est là que les assureurs se rencontraient. Tu avais les Colliers, tu avais le Québec Corn Exchange, qui s'appelait en Angleterre, qui était où est-ce que les marchands qui faisaient des échanges avec le Québec se rencontraient pour boire, mais ils appelaient ça Corn Exchange. C'était un bar. C'est genre des noms fancy pour fondamentalement boire de l'alcool puis parler business. C'était ça que c'était. Puis tu avais ça au Québec, mais le tavernier qui voulait faire ça. C'est les premiers réseaux sociaux, ça. Oh, ouais, facile. Oh, ouais. Mais il fallait que tu achètes ta licence au gouvernement, d'une part. Fait que tu avais une licence à acheter au gouvernement de la. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas Twitter, eux autres. Ben, après ça, probablement. Mais en plus, après ça, si, mettons, ton bar, il fallait que tu payes ta rente au seigneur. Il fallait que tu payes X, Y, Z au seigneur. Et si tu vendais ton bar éventuellement à quelqu'un, ben, il fallait aussi que tu payes le 1/8 de la valeur de la transaction, excuse-moi, 1/12 de la valeur de la transaction au seigneur. Fait que tu lui donnais sa cote.
Mais au final, c'était une taxe sur le capital, une taxe sur les opérations au quotidien. Puis tu es là, ben, je ne veux pas entrer dans le business, mais si le seigneur le fait, lui, il ne se taxe pas lui-même. Fait que, tu sais, les seigneurs étaient très contents du régime seigneurial pour ça. Et le seigneur, là, à part s'il décide lui-même de foutre le camp comme pendant comme avant ou pendant la conquête ou juste après, y avait-tu un moyen de le renverser autre que le buter, mettons? Ben, généralement, la résistance aux seigneurs, ça s'appelait de la résistance passive. Puis quand l'État était faible au Québec, les seigneurs ne pouvaient pas faire grand-chose parce que les gens disaient, ben, je te dois de l'argent, mais j'en ai pas d'argent, j'ai juste du blé, puis tu peux pas le vendre. Fait que tu veux-tu vraiment prendre quelque chose qui va pourrir dans tes affaires? Fait que là, souvent, ça s'appelait de la résistance passive où les gens essayaient de ne pas payer. Mais au fur et à mesure que l'État provincial devient plus fort, puis quand je dis provincial, c'est quand c'était la province de Québec, puis ensuite le Bas-Canada. Quand l'État colonial devient plus important, ben, puis les seigneurs participent beaucoup à l'État, ils utilisent l'État pour faire le enforcement de leurs claims, puis là, la résistance passive baisse. On est surpris. Surpris, hein? Je veux dire, un libéral ne pourrait pas du tout voir ça venir. Ah non, c'est ça. Ça ne fait pas du tout avec les théories que les libéraux ont tendance à mettre de l'avant. Mais, fait que là, les seigneurs ont eu la capacité de faire ça. Mais pour ce qui est du commerce des produits agricoles, il n'y en a pas de barrière. Si tu peux le vendre à quelqu'un, ben, le seigneur ne peut pas t'empêcher de vendre ton produit de blé. Parce que vraiment, les monopoles sont sur toutes les activités non agricoles. Et au final, si tu es dans une place, tu peux toujours vendre ton blé à qui tu veux. Il n'y a pas de barrière sur ça. Ouais. Donc, au final, ce que tu vois, c'est que tu peux utiliser toutes les technologies que tu veux sur ta ferme, etc., etc. Il y a des incitations sur certains types de technologies. J'essaie de comprendre la fracture entre les différents prix de ton blé à ce moment-là entre les seigneuries. Donc, si ce n'est pas un protectionnisme local, parce que justement, ils voulaient du libre-échange, c'est-tu des coûts marginaux très différents de seigneurie en seigneurie parce qu'on est en monopole puis parce qu'on a des inefficacités à ce moment-là? Il n'y a pas de compétition. Ben, en fait, sur l'agriculture, il n'y a vraiment pas de monopole. Ce qui cause la plus grande différence, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de routes. Fait que c'est difficile de communiquer certaines places entre elles. Puis il y a des places qui sont juste meilleures que d'autres pour faire du blé. Fait que Montréal a toujours été un peu meilleur que Québec. Je veux dire, le climat est... Non, mais juste une question de climat. T'essaieras de faire pousser de quoi à Québec, là? Je veux dire, l'hiver dure 1 mois de plus à Québec. T'essaieras de faire pousser de quoi c'est pas rien qu'un mois de plus. Il y a 3 mètres de neige de plus aussi. Ouais. Ben, t'essaieras de faire pousser de quoi à Beauport pendant... T'essaieras de faire pousser du blé à Beauport. Mais par contre, à Montréal, t'as la saison moyenne, juste pour donner une idée, là, à Montréal, de croissance, surtout genre dans le Haut-Saint-Laurent, c'est 212 jours que tu as de saison de croissance, que tu peux faire de l'activité agricole. Aux alentours de Québec, c'est entre 180 et 190 jours. Fait que tu sais, t'as à peu près, si tu vois une différence. Fait que un mois de plus. Ben, ça dépend des régions. Là, comme plus tu t'en vas vers Charlevoix, ça descend vraiment vite après Charlevoix. Tu as des petites places autour de Québec, c'est genre 192, 193 jours. Mais dès que tu passes Charlevoix, là, tu peux descendre jusqu'à 169. Puis tu ne peux pas faire grand-chose avec 169 jours. Tu peux peut-être faire de l'élevage pastoral. Mais ça, c'est plus que la moitié de l'année qu'il n'y a rien qui pousse. Ouais. Ben, les gens se demandent pourquoi dans le Bas-Saint-Laurent, tu as autant de fermes laitières. Ben, parce que tu ne peux rien faire pousser dans le Bas-Saint-Laurent, mais les terres sont capables, par contre, de soutenir des animaux plus facilement. Fait que dans le Bas-Saint-Laurent, si tu veux faire de la production agricole et tu dois faire de la production agricole, tu ne fais pas du maïs, du blé. Tu peux peut-être en faire un peu à la marge, mais tu le fais largement pour complément à la production animalière. Donc, les gens s'orientaient naturellement vers ce qui est le plus facile à faire ou plus faisable dans ces régions-là. Là. Ouais. Fait que tu as des différences entre les régions, mais la raison que les prix divergent, c'est que, tu ne peux pas envoyer le blé qui est bien produit à Montréal facilement à Québec. Les coûts de transport sont élevés. On n'a pas une culture marchande très développée, probablement, dans ces situations-là. Oui, mais il y avait aussi d'autres choses qui se faisaient, comme souvent le gouvernement faisait. Tu avais le magasin du roi en Nouvelle-France, que le gouvernement achetait des fois certaines années, décidait d'acheter des quantités comme ça, empêchait les exportations vers l'étranger certaines années. Il y avait des trucs vraiment weird qui se faisaient. La planification centrale, c'est tout le temps une bonne idée. Tout le temps une bonne idée. Mais au final, ce que tu avais combiné, c'était que barrière naturelle expliquait la grande majorité des différences. Ouais. Tu continues dans l'article, Vincent, vers la fin là, de l'abstract, tu dis
ce que j'écris, je te le paraphrase un peu, là, ce que j'écris ici n'exclut pas les conséquences à long terme de la conquête, mais la bonne explication doit se trouver ailleurs que dans les explications conventionnelles. Yep. Donc, autrement dit, ce que tu dis, c'est parce qu'avant, là, les anticipe, les critiques, là, c'est toujours un peu le même genre d'affaire. Ah, il dit que ça n'a rien changé, puis tout, quand même du monde sont morts. Non, t'as pas dit qu'il n'y a pas de conséquences à la conquête, notamment politique, puis tout ça. Là. Mais c'est que c'est pas ça c'est pas genre. Faut s'enlever de la tête l'idée qu'avant que les Anglais arrivent, les Canadiens français dansaient dans la joie, le bonheur et l'allégresse. Les Anglais sont arrivés, ils nous ont mis en esclavage, puis c'est pour ça qu'on est pauvres. Grosso modo, c'est pas vrai cette affaire-là. C'est un bon résumé. Mais regarde, il y a une phrase à la fin que je voulais utiliser pour ça, là, que j'ai highlighté dans mon article pour la lire aux gens, là, pour voir comment est-ce que les explications conventionnelles, je les aime pas. Mais fait que tu avais toutes ces barrières-là au commerce entre les régions. Quand les Anglais arrivent, les guerres, il y a 2 invasions du Québec, mais tu n'as plus rien après. Là. Le commerce maritime est largement sécurisé, surtout après 1815, quand la Grande-Bretagne gagne. Puis le point que je fais souvent dans mes travaux, c'est que tu avais juste besoin de quelqu'un qui gagne pour que les guerres arrêtent. Puis tu allais avoir beaucoup plus d'intégration des marchés, tu allais avoir les bénéfices. Les guerres récurrentes étaient probablement le plus gros coût sur l'économie. Puis je me trompe, la marine britannique a toujours eu bonne réputation dans le sens que ça a toujours été important pour les British d'investir dans la marine. Donc, cette sécurisation-là du commerce maritime a dû aider beaucoup quand même, éventuellement. Oui, bien, une des choses que je montre, c'est ça, c'est dans un autre article que on est en train de se préparer à soumettre. Tu regardes la productivité du secteur naval de transport. Pendant la Nouvelle-France, il n'y a pas de changement. Pendant les 30 premières années du régime anglais, il n'y a pas de changement, mais après 1790, la productivité maritime explose. Genre, les bateaux sont plus rapides, les bateaux sont plus efficaces, ils utilisent moins de staff, ils sont plus gros. Donc, au net, tu vois que la productivité maritime augmente massivement pendant la période. Ça, on n'aurait pas eu ça avec les Français. Là. C'est grâce aux British qu'on a ça éventuellement. Oui, puis il y a des cadres institutionnels que les Anglais donnent qui sont supérieurs sur certains plans. Mais la chose que je montre, c'est que tu combines toutes les choses qui se passent. Les investissements que les Anglais font dans les canaux, parce qu'ils autorisent des corporations de canaux. Ils autorisent des banques à émerger. Puis plein de gens qui vont aider à l'intermédiation des marchés. Puis ce que je montre au final, c'est que quand tu regardes qu'est-ce qui se passe, bien, les marchés s'intègrent après la conquête. Les prix commencent à converger, les régions commencent à communiquer, il y a plus de routes qui sont construites, il y a plus de connexions qui se font. Alors, les marchés commencent à se connecter ensemble. Si les marchés se connectent ensemble, tu ne peux plus dire qu'il y a une retraite dans l'agriculture et dans l'autosuffisance. Ouais. Par définition, c'est la preuve ultime que ce n'est pas possible. Tu ne construis pas des routes pour en bout de ligne juste marcher dessus pour aucune raison. sur toi-même. Tu ne construis pas une route juste pour dire je vais aller faire une promenade plus le fun. Là. Non, c'est juste au Québec, dans les années 2020, qu'on fait ça, des routes pour des problèmes de dimanche. Oui. Mais au final, puis l'autre chose que je montre, c'est qu'un autre truc qui fait que les marchés, que tu vois, qui est le truc ultime, que si les marchés fonctionnent mieux, c'est que les prix passés, donc quand Frank fait la traduction, les prix décalés, donc les prix genre l'année précédente, ne devraient pas expliquer les prix cette année. Tout ce qui devrait compter, c'est les prix dans les autres places maintenant. Ouais. Parce que si tu regardes plus dans le rétroviseur, ça veut dire que les marchés, tu as de la difficulté, ton windshield est comme plein de marde. Ben, tu sais, c'est déjà ça qu'on fait aujourd'hui. Pensez au prix du pétrole. Je veux dire, on s'en fiche du prix du pétrole de l'année passée, c'est celui de cette année qui compte. Par contre, si les Anglais étaient capables d'avoir un prix du baril 40$ de moins que les Américains ou les Canadiens, on se dirait qu'il y a un problème. C'est pas un marché qui est bien intégré. Mais parce que, justement, on a des marchés hyper bien intégrés en 2023, le prix du pétrole est à peu près partout pareil sur la planète. Je pense qu'il y a eu un petit moment où est-ce qu'on avait une différence importante entre le Brent et le WTI, par exemple, au Texas. Juste préciser avant que les commentaires rentrent, pas le prix à la pompe. Le prix du pétrole. Non, le pétrole. Non, mais c'est parce que c'est important de le dire, parce qu'il y en a qui vont dire que je suis en Alberta, je paye 1,27, ça coûte 1,60. Avant que les gouvernements me font tout. Là. C'est ça. On parle de ça. On parle du prix pré-sodomie. Le prix de la commodité avant les taxes. Mais c'est quelque chose qu'on prend pour acquis en 2023, une intégration des marchés qui amène à un prix mondial sensiblement pareil partout. Mais évidemment, quand tu arrives dans les années 1700-1800, c'est pas le cas. Là. Il y a des distorsions de marché. Ben, pas des distorsions, mais il y a des écarts de prix importants entre les régions. Oui. Ben, c'est ça. Ça veut dire aussi,
parfaitement que tu peux plus, tu ne regardes pas dans le rétroviseur, tu regardes juste à côté qu'est-ce que tu vois. Quand tu regardes dans le rétroviseur, c'est que tu n'es pas capable de voir à côté, tu n'es pas capable de collecter de l'information facilement sur le prix du baril de pétrole en France ou le prix du baril de pétrole en Arabie Saoudite. Il faut juste que tu regardes, genre, le prix du baril de pétrole quand tu reçois l'information maintenant, mais c'est genre l'information d'il y a 3 mois. Puis ça fait du sens à l'époque qu'il y ait un décalage parce que, ben, tu sais, la nouvelle par bateau, elle prend 3 mois à arriver. Pas Exact. 3 mois, mais tu sais, tu as toujours un décalage. Mais moins le prix passé devient un prédicteur important du prix présent, mais ça veut dire que les marchés fonctionnent vraiment mieux. Ça, c'est C'est la chose que je monte aussi. C'est là que tu utilises les mathématiques beaucoup dans tes recherches avec des corrélations puis des trucs comme ça que tu vas faire là, avec les données. Là. Yep. Puis c'est là que la chose qu'on voit, c'est quand tu regardes, il y a un modèle de série temporelle que tu peux utiliser qui montre si le prix passé explique mieux que le prix présent. Puis si le prix présent explique mieux, les marchés sont intégrés. Si le prix passé explique mieux, les marchés ont de la difficulté à s'intégrer. Ce que je montre, c'est qu'à travers le temps, le prix présent devient un prédicteur de plus en plus puissant. Donc, par définition, les marchés s'intégraient et étaient très efficaces. Et tu ne peux pas dire qu'il y avait une retraite dans l'agraire. C'est-tu des hypothèses qui peuvent être facilement contestées? C'est ce que tu fais comme méthode ou pas du tout? Non, pour vrai, c'était assez. Quand je l'ai envoyé, je ne sais pas c'était qui les arbitres, mais j'ai eu 3 arbitres. Puis les 3 arbitres ont dit que c'était probablement la méthode la plus originale de tester le rôle de la conquête sur le terrain avancé par ceux qui disent qu'il y a un effet. Parce que si tu prends il y a 3 groupes sur la conquête, tu as ceux qui disent que c'était de la merde parce qu'il y a eu la décapitation. Tu as ceux qui disent que, ben, la décapitation a peut-être eu lieu, mais il n'y avait pas de retraite à avoir du marché parce que les Québécois étaient juste pas connectés au marché. C'était les Gérard Bouchard qui disent que les Québécois étaient fondamentalement juste différents. Mais là, on parle de gens qui posent leur thèse fondamentalement avec des écrits ou des textes du passé, pas avec des recherches économiques comme tu as fait. Là. Non, souvent, je suis vraiment un des rares avec 2 autres personnes, Gilles Paquet, puis Robert Armstrong, qui étaient les 2 qui ont fait des trucs statistiques sur le Québec ancien. Je suis vraiment un des rares qui a décidé juste comme on va faire tout ce que les gens font pour les États-Unis, je vais le faire pour le Québec. OK? On va faire tout ce qui se fait dans la nomenclature. C'est pas si original que ça, ce que tu fais, autrement dit. Aux États-Unis, des recherches de ce type-là, il y en existe beaucoup. Là. Oui, c'est les outils là, que j'utilise. Souvent, je les pick up. Ah, je n'avais pas pensé, lui, il fait ça comme ça. Ben moi, j'ai ce qu'il faut pour faire ça. Fait que, je ne suis pas en train d'inventer. Je veux dire, il y a une fois que je peux dire que j'ai inventé vraiment une nouvelle méthode. Puis c'est dans cet article-là que j'ai vraiment trouvé un twist sur une méthode qui existait pour tester. Mais sinon, souvent, je te dirais que 80% du temps, j'utilise les méthodes qui sont utilisées très conventionnellement ailleurs. Je fais un mini tweak là, pour l'ajuster à la situation, puis ça fonctionne. Pourquoi il y a eu un manque Yann, tu disais il y a 3 positions, juste pour que Ouais. le monde suive. Là, il y a celle que toi, tu t'avances, celle des historiens comme Gérard Bouchard qui cherche à comprendre le sens de l'âme canadienne-française pour comprendre. Puis l'autre, c'est les optimistes. L'autre, c'est les optimistes. Okay, si tu prends l'article et tu mets un share screen, là, je vais le montrer, le tableau, pour que les gens comprennent. Là, j'ai juste le lien général. Peux-tu me donner le share screen? Je vais le montrer, ce que j'ai en tête. Tiens, regarde. Je vais juste montrer le tableau là, pour les gens. Dans le tableau, là, ce que vous voyez, pour ceux qui sont là, puis je vais l'expliquer pour ceux qui sont juste en audio, tu as 3 groupes, les minimalistes, les pessimistes puis les optimistes. Les minimalistes, c'est ceux qui disent que la conquête n'a pas eu d'effet parce que les Québécois n'étaient juste pas connectés au marché. Fait que la décapitation a eu lieu, mais il n'y a pas eu d'effet parce qu'il n'y avait rien qui pouvait s'empirer. La situation était déjà mauvaise. Le deuxième groupe, c'est les nationalistes de cabane à sucre, je vais les appeler de même, qui disent que, ben là, il y a eu la décapitation, puis on a eu notre retrait dans l'agriculture. Puis tu as les optimistes qui disent, puis ça, c'est ceux qui aiment le régime anglais, qui disent que la conquête nous a connectés aux marchés internationaux, a augmenté la qualité des marchés. Il ne va pas en avoir beaucoup dans ce gang-là. Oui. Fait que la première colonne que je montre, c'est si tu vois de l'intégration des marchés, que les marchés fonctionnent mieux, c'est est-ce que le mécanisme qui est avancé par chacun des groupes est valide? La réponse, c'est que dès que tu trouves des signes d'intégration des marchés, les minimalistes et les pessimistes ont clairement tort. Ils n'ont aucune chance qu'ils aient raison.
parce que, par définition, ils disent qu'il n'y a pas d'intégration des marchés, il n'y en avait pas à avoir, puis il n'y en a pas eu. Bon, Mais pourquoi il y a un manque d'appétit chez les historiens, Vincent, pour faire des recherches basées sur des chiffres économiques comme ça? Vase clos. Je pense que c'est ça, vase clos. Il n'y a pas d'interaction entre les économistes puis les historiens très fréquemment. Mais ça aussi, c'est un truc aux États-Unis, c'est. Parce que moi, je me souviens même quand je faisais ma maîtrise en philo, là, des fois, je lisais des affaires qui provenaient de justement des publications américaines. Là, puis tu avais souvent, là, des genres d'articles publiés à deux, genre avec un gars qui est en philo et un autre qui est en biologie, mettons, pour un truc sur des expériences de pensée en choix, sur la morale, des trucs de même. C'est très, très fréquent aux États-Unis où tu as du Disciplinaire. de l'interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Au Québec, c'est vraiment. Je dirais pas, je ne sais pas si c'est mal vu, mais c'est peu fréquent. Dans certaines disciplines, c'est très peu fréquent. Ouais, puis ça me gosse pour vrai. Mais l'autre chose, puis je vois juste, puis ça va me permettre de dire la dernière chose, parce que tantôt, tu voulais te prémunir, Frank, en disant qu'est-ce que les gens vont dire, puis tu prévoyais certaines critiques. La critique que je m'attends, c'est que les gens vont dire que je pense que la conquête était bonne. Ça, c'est pas vrai. C'est pas ça que je vais dire. Parce que si tu trouves des signes d'intégration des marchés, les trois camps qui existent, il y en a un qui a clairement tort. C'est les gens qui sont pessimistes. Les deux autres, les minimalistes puis les optimistes, on ne sait pas si ils ont vraiment raison, s'il y a eu un effet important. Parce que c'est possible que l'intégration des marchés n'a pas eu un effet gigantesque. C'est clair que c'est généralement positif dans la littérature, mais c'est possible que l'effet ne soit pas super important. Fait qu'il reste, avec mon résultat, tu as comme éliminé 2/3 du débat. Quel mécanisme est bon? Si tu trouves des Tu détruis le mythe, autrement dit, mais tu évalues mal les conséquences de la destruction de ce mythe-là. Exactement. Puis le point que je fais, puis ça, c'est plus tard dans l'article, ce que je teste, c'est comme j'ai un recensement complet de données avec des prix par paroisse, je peux voir la distance, l'intégration de chacune des paroisses. Puis après ça, ce que je regarde, c'est est-ce que l'intégration des marchés avec les paroisses fait en sorte que les places qui sont plus intégrées ont des revenus agricoles plus importants par travailleur, par arpent de terre, par ferme. Est-ce que la productivité est plus élevée? Est-ce que l'efficacité technologique est plus élevée? Est-ce que les salaires sont plus élevés? Puis ce que je trouve, c'est que les effets sont vraiment petits. Genre que il n'y a pas une explication gigantesque que tu peux donner à l'intégration des marchés sur le niveau de bien-être. Dans mes résultats, une des choses que je dis, c'est que si, mettons, l'augmentation qu'il y a eu d'efficacité des marchés, c'était que l'efficacité a doublé à toute fin pratique, là, pour simplifier la chose. Étant donné les effets sur les salaires que je trouve, c'est l'équivalent de dire que ce doublage a augmenté le niveau de vie de 10 à 20% à peu près, ce qui explique à peine un tiers de la croissance. Excuse-moi, à peine un 20e de la croissance qu'il y a au Québec dans la période de 1760 à 1840. C'est quand même pas tant que ça. C'est pas énorme. Fait qu'il n'y a pas un effet gigantesque de la conquête sur... Si l'effet, c'est sur les marchés, l'intégration des marchés, l'effet sur les revenus n'est pas particulièrement gros. Fait que c'est pour ça que moi, ce que je dis, c'est que l'argument, la logique qui est avancée pour dire que la conquête a été nocive, a fait zéro sens. Le mécanisme est juste pas valide. Il ne tient pas. Les données ne montrent pas ça. La conquête a probablement été un petit... L'intégration des marchés était un petit positif, mais ça ne veut pas dire que l'intégration des marchés peut être assignée entièrement aux Britanniques en plus. Parce qu'il faut que tu te poses la question, est-ce qu'il y aurait eu de l'intégration sans les Britanniques? Puis je pense que oui, parce qu'une des choses qui vraiment aide les Anglais, c'est qu'à un moment donné, les guerres se terminent. Puis les guerres récurrentes, c'est un super dépresseur de productivité. Ben oui. Puis, c'est les Français, puis ça, c'est la chose que je dis, c'est qu'il y avait juste besoin que quelqu'un gagne de manière permanente, puis que les guerres se terminent. Si les Français avaient gagné, tu aurais eu une bonne partie des bénéfices anyways. Fait que la portion qui est assignable aux Anglais, c'est une portion du très petit pourcentage que je viens de citer. Fait que, tu sais, c'est pas... l'effet de la conquête, je pense,
probablement proche de zéro sur le niveau de vie. Ce qui est plus important, c'est si tu veux mettre la conquête de l'avant comme mécanisme, c'est comment est-ce qu'elle a accentué des institutions qui étaient en place. Fait que les Anglais ont imbriqué les seigneurs dans le jeu des institutions. Donc, ils se sont dit, avec la conquête, on peut collaborer avec les Anglais. On va utiliser l'État pour renforcer le régime seigneurial. Ben là, OK, tu vas avoir un effet, mais ce n'est pas la conquête en soi. C'est un changement dans des paramètres qui existaient. Ouais. Mais l'institution nous rendait déjà pauvres. J'ai l'impression que, et je l'ai pour les gens qui sont en audio, là, si vous entendez plus Yann, il a quitté depuis 2-3 minutes. Il avait rendez-vous chez Mazda, je pense, pour essayer sa nouvelle Miata. Fait que, il va donc... c'est pour ça qu'il était. C'est pour ça qu'il était. Ça serait c'est magique, moi le chauffeur pareil. de Miata. Ouais, c'est moi, OK? Enlevez-moi pas ça, là. Je suis le Non, seul c'est ça. souverainiste libéral qui est au Québec. Moi, j'ai le droit d'avoir ma Miata et de la Ouais, conduire c'est ça. sans qu'on rie de moi. Exact. Joe Hamel veut un livre. Pour vrai, Mais, je souhaite que ce soit Joe Hamel dans la vidéo que vous passez chaque fois. Ah, ça serait magique, magique. parce que Joe, c'est une légende pour moi. Mais ce que j'allais dire, c'est que la position qu'ont plusieurs, là, qui est plus héritée, je dirais, de ce qu'on raconte. Je parle pas nécessairement des académiques, là, mais si tu parles en général aux gens de la conquête, en tout cas, moi, ce que j'en entends les fois que la discussion vient ou ce qui se disait à l'école au secondaire, c'est très Statrix là, comme vision. Puis c'est très aussi, je projette sur le passé mon rapport actuel à l'État. Et ça se matérialise un peu par la phrase du genre « les Français nous ont abandonnés ». Moi, je l'ai entendu souvent, la conquête, c'est que les Français nous ont abandonnés. Là, t'es comme, les Français nous ont abandonnés. OK, mais je veux dire, ce qui c'est, dans le fond, c'est comme si, pour notre salut, là, il aurait fallu rester attaché à la couronne française, puis au système français, puis éventuellement à la République, puis tout ça, parce qu'eux nous auraient aidés. En fait, c'est drôle parce que ça vient de gens qui disent ça, qui peuvent aussi utiliser des mots contre leurs adversaires comme coloniser, assimiler, tout ça. Moi, je trouve que c'est très colonial comme mentalité. Là. De genre, les Français nous ont abandonnés, on fait pitié, la mère patrie nous a laissés là. Tu sais, dans le fond, en tout cas, je trouve ça un peu romantique. C'est comme. C'est romantisé. C'est romantisé comme vision. J'ai vraiment l'impression que c'est genre dans le moment, dans le présent, notre relation à l'État est une relation de dépendance où. Pour plusieurs, l'État, c'est celui qui donne les services, qui envoie les chèques, tout ça. Fait que je me projette dans le passé et j'imagine ce que ça me ferait si l'État s'en allait. Oui, mais c'était pas comme c'est aujourd'hui. Ce serait pas pareil, mais tu sais, en même temps, les gens, là, la différence entre les institutions françaises, si tu enlèves le régime seigneurial, les institutions françaises, les institutions anglaises, là, la différence est assez minime. Je veux dire, les Anglais ont fait des choses qui sont bénéfiques, mais les Français, je veux dire, le contrefactuel là, de la qualité des institutions, encore une fois, enlève le régime seigneurial, la qualité des institutions ne va pas être dramatiquement différente. Les Anglais font des choses comme donner à Québec un port libre, donc c'est-à-dire que certaines lois de navigation qui créent des monopoles pour les navires britanniques, il y a des exemptions qui sont créées. On a des tarifs qui sont relativement bas, mais les Français aussi, je veux dire, les gens vont dire, les Français sont des protectionnistes, mais tu as des travaux par genre John Nye aux États-Unis qui montrent que, en fait, avant 1840, le paradis du libre-échange en Europe, c'est la France, que la France a des tarifs plus bas. Fait que, tu sais, le Québec aurait pu être France ou Angleterre, c'est pas si différent que ça, les institutions. Le truc qui est vraiment dramatique, c'est le régime seigneurial. Le régime seigneurial est vraiment la chose qui explique le mieux. En fait, je réitère, quand tu regardais les résultats qu'on a, autre truc qu'on a parlé, la différence, l'effet de salaire du régime seigneurial sur l'effet du régime seigneurial sur les salaires explique entièrement en 1830, puis 1850, puis 1840, explique entièrement l'écart de salaire entre le Québec et l'Ontario. 100%. 100%. Tout expliqué au complet par cette seule institution-là. J'ai rien besoin d'autre. J'ai rien besoin d'autre. C'est la seule institution qui explique tout. Puis, rien. Nothing yet. Nada. Il n'y a aucune différence entre les deux. Fait que, tu sais, je te dirais que
Fait que ceux qui cherchent du côté des différences fondamentales entre les peuples, puis le Canada, Non. les Français puis les Anglais n'ont pas la même mentalité, puis ça, c'est plus. J'ai l'impression que des fois, on confond la cause et l'effet. C'est-à-dire que la mentalité est plus le reflet d'une différence qui est préexistante. Mettons le fait on dit souvent, par exemple, les Anglais, ils n'ont pas peur de l'argent comme nous autres, puis ils n'ont pas telle affaire. Puis là, t'es comme, ben, peut-être que ces préjugés-là ou que c'est genre comment je peux dire ça? Peut-être que ces sets de croyances-là peuvent exister, mais peut-être qu'ils émergent plus comme manifestation de quelque chose qui existe déjà avant. Mais c'est tellement une invention, ça. Je veux dire, écoute, moi, j'ai grandi à. Puis là, on peut s'éloigner un peu de l'article. J'ai grandi à Saint-Lambert. Saint-Lambert, c'est une ville 50-50. OK? Moitié franco, moitié anglo. Fait que moi, je les voyais, les anglos, là, au quotidien, puis je vivais avec eux. Puis quand tu leur parles, ils ont les mêmes complexes face à l'argent. C'est pas poli de parler d'argent. C'est pas poli de jaser business dans certains contextes. Les mêmes tabous. Il y a les formes sont différentes, les normes de politesse sont un peu différentes. Ouais. Mais au final, quand tu regardes substantivement les différences qu'il y a, l'idée que le Québécois était né pour un petit pain et que l'Anglais, c'était celui qui faisait de la business, ben, ça tient pas. Ça tient juste pas. Parce que tu le vois au quotidien, c'est vraiment une mythologie qui a été inventée, fait partie un peu du roman national pour certaines personnes, mais ça tient juste pas. Ça tient absolument pas parce que il n'y a pas tant de différence au terme des institutions informelles et formelles lorsqu'on veut évaluer le développement socio-économique. Les différences ne sont pas super gigantesques entre les deux régimes, entre les deux sets de culture. Non, je comprends. Là, tu as comme freezé un petit peu dans l'écran. Je ne sais pas, peut-être. Ouais, l'image a l'air d'avoir gelé. Je vais juste désactiver et réactiver. Peut-être réactualiser la page si jamais des fois ça fait ça quand quand la connexion, des fois, il y a des waves, on dirait que c'est ça que ça fait. Mais c'est pas grave. Vincent va nous revenir dans quelques instants après ce léger bug. Mais c'est ça qui arrive. Mais c'est un bon sujet à explorer parce qu'il y a tellement de. Il y a tellement de n'importe quoi qui est raconté là-dessus. Bon, Vincent est revenu, mais sans caméra. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. La caméra a décidé de ne pas fonctionner. Pourtant, elle a dit qu'elle est allumée. Là. Mais anyway, ça va épargner les gens la souffrance de voir ma grosse face. Là. Je veux dire, je m'excuse pour ça. Là. Je vais essayer de la repartir au fur et à mesure. Mais c'est pas grave. C'est les joies de la technique en direct, c'est ça que ça fait. Ben écoute, moi, on n'est pas Radio-Canada, là, parce que Radcan, ils mettent beaucoup d'efforts pour. Attends, regarde, elle est revenue. Je suis désolé pour ceux qui ne voulaient pas voir ma face. Mais encore une fois, les différences socio-économiques ne s'expliquent que très rarement par des différences culturelles. Souvent, en fait, les différences culturelles apparaissent beaucoup plus en résultat de différences socio-économiques, mais surtout de différences institutionnelles. Les institutions sont beaucoup plus importantes parce qu'on le voit souvent chez les immigrants, puis ça, c'est la chose qui me prend tout le temps plein d'ennemis au Québec. Quand on regarde des immigrants après 2 ou 3 générations, la grosse majorité des croyances qu'ils avaient dans leur pays d'origine ont disparu. Surtout dans des sociétés très libérales. Donc, tu peux mettre la France de cette liste-là. Ce que tu vois, c'est qu'ils convergent vers la même opinion que l'électeur médian. Je n'ai pas dit vers la bonne opinion, ils font juste devenir pas systématiquement différents de l'électeur médian. Fait que, si l'électeur médian croit des niaiseries, après une génération, généralement, la plupart des écarts ont disparu entre l'opinion stupide de l'électeur médian et l'électeur médian immigrant, à peu près la même opinion aussi. Fait que, non, c'est ça. Y a pas, les gens convergent très vite. La culture n'est pas aussi inélastique qu'on dit. Puis, non, pour vrai, j'ai vraiment. Si tu veux expliquer le retard économique du Québec, la conquête n'a pas vraiment un gros rôle, autre que via le mécanisme de comment elle aurait renforcé le régime seigneurial. Puis, probablement que l'autre chose qui compte beaucoup, puis ça, on en avait glissé un mot, c'est la Confédération en soi, c'est probablement le deuxième événement qui a nui le plus au Québec parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un monopole sur
sur l'éducation. Parce qu'après l'abolition du régime seigneurial, parce que les salaires étaient bas à cause du régime seigneurial, il n'y a personne qui voulait investir en éducation parce que le rendement n'était pas là. Si tu le faisais, tu n'allais pas avoir un salaire plus élevé. Fait que tu n'avais pas d'investissement en éducation. L'abolition du régime seigneurial, une des choses que je fais, c'est que je regarde les écoles for-profit qui émergent. Tu as une explosion de la participation scolaire. Tu as une explosion de l'entrepreneuriat en éducation pendant cette période-là. C'est incroyable comme période. L'Église est en tabarnak parce qu'ils ont perdu l'influence qu'ils avaient sur les politiques publiques. Puis les gens se mettent à... Puis là, ils essaient de contrôler ça. Le bargain de la Confédération, ce que c'est de donner à l'Église le monopole. Puis l'échange qui est, c'est que, OK, parce que si on fait un pays, les Anglos vont décider, l'éducation devient fédérale, puis vous allez nous assimiler, puis l'Église capote à cette idée-là. Bien, le deal qu'on fait, c'est que vous nous donnez le monopole à nous par province, puis nous, on va consolider notre pouvoir via ça. En échange, on va tous voter pour du protectionnisme parce que tous les Québécois à cette époque-là aimaient le libre-échange, aimaient le commerce avec l'international. Fait qu'on fait un deal. Vous nous donnez les églises, comme ça, vous ne pouvez pas nous assimiler culturellement. Puis nous, ce qu'on vous donne en échange, c'est le protectionnisme. C'était ça le bargain de la Confédération. Puis c'est pour ça que je pense que les deux choses qui ont nuit le plus au Québec, c'est qu'on soit devenu une colonie, de passer d'une colonie partie du Canada, mais si on était resté une colonie britannique, mais on our own, pas avec les autres colonies unifiées, ça aurait été probablement mieux. Puis, tu remarqueras que je n'ai pas dit indépendant, j'ai quand même dit à l'intérieur du giron de l'Empire. C'est vraiment c'est le deal pour unir les 4 provinces. Les 4 provinces initiales est vraiment la chose qui a le plus nuit au Québec avec le régime seigneurial. Je n'ai pas besoin de 2 autres choses pour expliquer. Non, c'est ça. Écoute, avant qu'on passe sur Patreon, la dernière affaire qui me passait par la tête, c'est peut-être rapidement, là, c'est dans le fond, la raison pour laquelle tu as commencé à fouiller cette période-là du point de vue académique que tu as, est-ce que c'est parce que tu voyais ce qui était écrit par les historiens, comme on a parlé plus tôt, là, à la Gérard Bouchard avec l'âme des peuples et tout ça, ou c'est parce que ça peut être une combinaison des deux, ou c'est parce que tu voyais ce qui se faisait aux États-Unis et tu t'es dit, ben, Christy, personne ne fait ça au Québec, fait que je vais le faire. Je te dirais que c'est un mix des deux. Parce que si tout le monde s'en foutait, je ne l'aurais pas fait. Le fait qu'il y a autant de gens qui le disent, puis que souvent j'ai ces conversations-là avec d'autres Québécois, puis je suis comme non, je sais que c'est juste, ça peut pas être vrai, ça. C'est juste, ça ne fit pas avec d'autres faits historiques, mais aussi avec la théorie économique. Genre, pas des trucs avancés, là, des trucs genre la loi de l'offre et la demande. C'est pas mal basic. Je sais que les gens de l'IRIS veulent continuer de faire d'oublier que ces lois sont des lois naturelles. Elles existent qui précèdent l'homme. En fait, qui existent simultanément à l'être humain, pas précèdent. Ce n'est pas des trucs qui existent par force divine, c'est que ça existe simultanément. Dès qu'il y a un homme, il y aura une loi de la demande et il y aura une loi de l'offre. Et je dis homme dans le sens générique pour ceux qui se capotent, là, parce que je n'ai pas encore actualisé mon vocabulaire. Je vis encore dans des vieux livres. Et le terme homme fait référence à l'humanité généralement. OK? Calmez-vous. Ou calmez-vous ou ouvrez un dictionnaire. Ouvrez un dictionnaire qui est pré-2000, mettons. Je suis juste vraiment vieux jeu là-dessus. Là. Je ne suis pas capable d'updater mon vocabulaire très, très rapidement. Mais tu prends tout ça, là, c'est une des raisons que je le fais, mais l'autre, c'est parce que tout ce que je voyais, c'est que si je passe du temps aux archives, puis que je collecte des données, puis que je prends des vieux livres de compte, puis j'entre les données de prix, puis que je fais tout ça. Puis j'ai passé plusieurs années à faire ça, puis j'en fais encore beaucoup. Là. Je veux dire, je continue d'écumer des sources que j'ai photographiées dans des archives. Puis j'ai passé littéralement genre 2 ans au séminaire de Québec à prendre des photos de tous les livres de compte, puis tous les documents pour avoir de l'information économique. Puis là, j'écume les vieux journaux pour des pièces de nouvelles. Qui me permettent de compléter le portrait. Mais tu sais, ça, c'est pas la partie facile, mais l'utilisation des méthodes, ce que je voyais, c'était que les Américains, les Britanniques, les Français, parce que c'est pas juste les États-Unis là, qui ont fait ça. L'histoire économique européenne, j'en ai plein qui ont fait ça. J'ai la conjointe de mon directeur de doc, Lee Gardner, fait des trucs sur l'histoire africaine. Elle utilise exactement ces méthodes-là. Fait que tu sais, toutes des gens qui sont beaucoup plus brillants que moi m'ont tous donné des templates de comment je peux concentrer ça sur le cas
du Québec, puis de l'appliquer, puis de voir si j'arrive au même résultat. Puis c'est assez surprenant que, en fait, c'est pas surprenant pour moi, mais j'arrive au même résultat. Le Québec est peut-être une société distincte dans le sens relativement au reste du Canada, mais c'est pas une société d'extraterrestres non plus, là. En général, quand tu publies des choses, c'est un tu générique là, que je dis, quand un expert ou un académicien publie quelque chose, il y a 3 réactions. 1, bonjour, Monsieur Gelozo, je suis d'accord, très bon article. 2, Ça, je l'ai. fuck Ça, you, tu mon la esti, reçois. t'as rien compris, tout ça. Et 3, l'ignorance. Genre, on fait comme si t'existais pas. Mon Ouais. petit doigt me dit que c'est plus la dernière option. Hein. Yup. Ben, en fait, ce qui est surprenant, c'est que ici, je suis encore un peu surpris, là, parce que je ne sais pas encore comment réagir. Mais il y a beaucoup d'économistes qui font de l'histoire économique qui me disent tes trucs sur le Canada, là, ça débloque bien des affaires pour nous. Puis on les apprécie plus que juste pour les fins de l'histoire canadienne. Largement parce qu'une des choses que j'arrête pas de souligner, c'est que le Québec était le pauvre des riches, mais à l'intérieur des Amériques, il est aussi pauvre initialement que l'Amérique latine, mais il ne diverge pas plus tard. Mais aussi, il a la même géographie que les États-Unis. Puis pourtant, il est aussi pauvre que l'Amérique latine, que souvent on a mis le rôle sur la géographie comme étant Ouais, je importante. comprends. Fait que là, tu sais, les gens réalisent que ce que je suis en train de faire. Ça enlève des explications qui étaient boiteuses. Ben, ça permet d'isoler, ça enlève du bruit dans les données, ça permet de dire, ben, maintenant, on a comme une place qui a la même géographie, la même hostilité de climat, mais ils ont le même résultat que l'Amérique latine initialement. Fait que, peut-être le mécanisme géographique n'est pas particulièrement pertinent ici. Un fait peu que là, comme des explications du style, on entend des fois des explications genre « Ah, mais dans tel pays, ouais, mais t'as-tu vu la température qu'il fait? Quand il fait chaud de même, t'as pas le goût de travailler. » Là, t'es comme « Ben oui, puis il y a des gens, ils pensent qu'ils avaient le goût de travailler à moins 30 l'hiver, genre ils travaillaient. » Non. mais tu sais, il y en a un genre qu'on a fait là, récemment avec une fille qui sont. Les deux, c'est des Danois. Puis ils font des trucs en intégration des marchés. Puis l'idée, c'était comme ben, on a des données sur le Québec, on a des données de prix sur les États-Unis puis la Grande-Bretagne. Ben, on a une manière d'isoler. Parce que le Québec, pendant qu'il est une colonie anglaise, a un accès préférentiel au marché britannique. Mais il n'est pas exclu comme les Américains le sont. Puis on a 15 ans où est-ce que les trois sont dans le même empire avec très peu de tarifs. Fait qu'on peut utiliser le Québec comme une manière d'isoler l'importance des barrières naturelles au commerce versus les barrières commerciales. Puis ce qu'on trouve dans l'article, c'est qu'au 18e siècle, les barrières commerciales étaient les plus importantes. Ce n'étaient pas les barrières naturelles qui comptaient. Les barrières naturelles avaient un effet, mais qu'au final, si tu utilises le Québec pour isoler l'influence de chacune des variables, le poids des variables géographiques est plus petit que le poids des variables des politiques commerciales. Fait que là, cet article-là a été publié, puis les gens font plein d'affaires. Là, j'en ai qui veulent collaborer avec moi pour des trucs de l'histoire monétaire. Ça n'a aucun rapport avec le Québec. C'est pas par intérêt du Québec, mais le fait est que par accident, j'ai développé des trucs que d'autres personnes veulent vraiment utiliser. Puis, je n'ai pas encore apprécié le fait que d'autres mondes aiment ça, mais que le Québec s'en calisse. Je pense que j'ai eu un courriel positif de chercheurs proprement dit au Québec qui ont trouvé ma recherche et qui m'ont communiqué. Puis de toutes les personnes que c'est Pierre Fortin. L'économiste avec qui je m'ostine tout le temps, de gauche, centre-gauche, là, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec lui souvent, mais il est sorti de son chemin pour m'envoyer un courriel pour dire « J'aime vraiment ce que tu fais ». Mais tu sais, c'est le seul. C'est vraiment le seul. Le reste, tout l'intérêt pour ce que je fais, c'est hors ça montre ça montre que, comment je dirais ça, il y a une certaine. Ça montre les qualités de la personne. Disons ça comme ça. Si tu es capable, tu sais, pour moi, c'est un peu un test. Si tu es capable de prendre ce que quelqu'un avec qui tu ne partages pas grand-chose écrit et d'apprécier son travail et de l'honnêteté d'écrire à la personne, de dire écoute, habituellement, on est un peu aux antipodes, mais ça, c'est très bon. Ben, ça montre que c'est quelqu'un. Une grande honnêteté intellectuelle. Puis, non, c'est ça. En fait, c'est pas vrai que c'est juste. Puis, Fortin, c'est le seul Québécois. Il y avait un truc, parce que j'ai comme oublié de dire, quand c'est des gens du Québec qui me communiquent, c'est des anglophones. Donc, genre, une des personnes avec qui j'ai une bonne relation, c'est Lisa Dillon, qui est à l'Université de Montréal, mais qu'elle n'est pas
initialement une Québécoise. Là, je veux dire, elle parle français, elle enseigne en français, mais quand on communique, elle est plus confortable en anglais. Parce que le langage technique est tout en anglais. Anyway, c'est plus simple de juste utiliser le même langage. Mais tu sais, ceux qui ont communiqué, ceux qui ont pris du temps pour communiquer avec moi, c'est tous des non-francophones. Écoute, on espère que pour l'avenir, il y aura des gens qui s'intéressent à ça, mais des fois, comment je pourrais dire ça? On dit, il y a la bonne vieille maxime, nul n'est prophète en son propre pays, mais des fois, c'est nul n'est prophète dans sa propre époque aussi. Des fois, c'est 10 ans plus tard que des choses sont redécouvertes, puis tout ça. Écoutez, on va passer à la partie. On va aller sur la partie Patreon. La semaine passée, c'était épisode Q&A, donc les questions des Patreons. Et il y avait quelques questions qui nécessitaient beaucoup trop de temps pour répondre en 5-6 minutes ou 10 minutes. Là. Entre autres, c'était la question que tu voulais garder pour aujourd'hui pour faire la section Patreon. Je pense que c'était celle d'Antoine Bernier. Donc, on va en parler. Dis la question pour les gens, comme ça les encourage à... Donc, la question était la suivante. J'aimerais beaucoup que ma question soit, comme la dernière fois, un sujet de podcast. Est-ce que Vincent pourrait faire un podcast sur le Far West américain de fin 1900 et sur la criminalité et la croissance économique de cette époque, mythe et réalité? Donc, on s'en va, chers auditeurs, sur Patreon et on va jaser de la question d'Antoine.